Alors, je m'appelle Pauline Esparon et je suis designer. C'est un peu particulier, je pense qu'on y reviendra, mais c'est un peu au carrefour. J'ai une pratique qui est au carrefour du design, des arts plastiques parfois, de l'artisanat. Enfin, c'est assez organique, on va dire, comme mélange. Et mon parcours, alors j'ai commencé par un diplôme au tout début, j'ai fait un peu de cinéma. Après, j'ai passé un diplôme en design textile à l'école du Perret. C'était une approche beaucoup ça s'appelait design d'environnement aussi. Il y avait vraiment un côté assemblage de matériaux, couleurs. C'était assez expérimental, on va dire, et pas proprement textile, technique. Ensuite, j'ai fait un an de stage. J'ai été dans une matériothèque et chez Petit H, qui est une enceinte d'Hermès qui travaille avec des matériaux de récupération de leur propre filière. Et à partir de ce moment-là, c'était déjà la matière un peu le fil conducteur et j'ai eu envie d'avoir une pratique aussi du volume, d'aller dans d'autres échelles que celui du textile seul. Et c'est là où j'ai postulé pour la Design Academy à Eindhoven. Et à partir de ce moment-là, donc j'ai passé 4 ans là-bas et ça a été entrecoupé par un passage à l'ECAL en Suisse parce que la Design Academy, c'est très expérimental. Ça reste une école expérimentale qui divise pas nécessairement par discipline même. Donc il y avait une approche assez proche des arts plastiques parfois même. Et au contraire, l'école était très industrielle et j'avais envie d'avoir cette complémentarité un peu technique, de peut-être penser plus en série ou de déléguer les modes de production, etc. Donc voilà, il y a eu aussi cette petite parenthèse-là. Et puis un stage chez Fay to Good aussi en Angleterre, qui est un studio pour le coup aussi assez expérimental. Et à la suite de ce diplôme, j'ai travaillé un tout petit peu en freelance pour des archis. Et assez vite, j'ai eu envie de lancer mon studio en me disant que c'était un pari, mais que j'aurais plus de regrets à pas le faire que de me rater. Donc voilà, j'ai lancé ça il y a maintenant 3 ans. Et depuis, je fais du mobilier, j'expérimente des matières dans cet atelier ici. Je pense que déjà à la toute base, j'étais quelqu'un qui avait envie de créer, je pense de façon assez évidente ou intuitive. Après, dans mon enfance, j'ai vraiment été au contact de la nature et ça a permis d'être, je pense, un peu moins timide avec les choses qui nous entourent, de construire assez vite à partir de 3 bouts de bois. Il y a un truc qui vient de là, clairement. Et après, le textile, c'était déjà cet attrait par rapport à la matière, aux matériaux, à toutes les qualités en fait sensorielles des matériaux. Et puis après, le passage au volume est venu assez évidemment en complémentarité de ça. Mais c'est avant tout un travail de la matière. C'est là que ça commence à chaque fois et c'est une rencontre. Par exemple, je dessine pas du tout, donc c'est vraiment une approche empirique, une rencontre matérielle avec quelque chose et puis après un dézoomage vis-à-vis de ce que représente cette matière et ses modes de production, etc. Mais c'est vraiment très intuitif en fait. Alors là, j'ai toujours... En fait, c'est marrant parce que je pense qu'à partir du moment où je rencontre ces matières, ça me suit très longtemps, donc je suis assez insatiable et donc je suis toujours en train de développer des nouvelles choses avec le lin, le parchemin pareil, donc c'est vraiment des choses qui vont encore durer de toute façon très longtemps. Et en parallèle, j'ai fait une résidence de taille de pierre, donc c'était un matériau complètement nouveau. Il y avait ce côté assez intimidant et que je trouvais très intéressant de tailler la pierre parce que c'est à la fois une des premières matières qui a été travaillée par l'homme, donc de prime abord c'est très intuitif et en même temps je trouve qu'il y a quelque chose
de très contre-intuitif à se dire je vais prendre un caillou et je vais le tailler. Donc j'avais envie de me confronter à ça. Et c'était une expérience hyper enrichissante vis-à-vis de la matière, complètement nouveau, plus brutal comme matière. Et je me suis intéressée aussi au linoléum, qui est une matière naturelle, qui est qui est très largement connotée comme étant une espèce de produit issu de polymères plastiques pour les hôpitaux, les écoles, très froid et très plan. Et en fait, c'est une matière qui donc est naturelle et en plus que je trouve assez sensuelle. Donc c'est aussi un nouvel axe. Et puis voilà, j'ai plein d'envies aussi avec le verre. Voilà. Et c'est toujours des rencontres, quoi. La pierre, il y a une lecture qui est très importante pour moi, qui est le livre Pierre de Roger Caillois. Et ça a déclenché une envie de me confronter à cette matière. Il parle assez justement aussi de ce matériau qui est là, qui est très éternel, des monolithes, comme ça, il y a une espèce d'éternité qui est belle, et de l'homme qui s'en prend à ça, j'ai eu envie de m'y coller un peu. Et il y a eu cette opportunité de la résidence, du coup, avec un fonds qui s'appelle le fonds Verrecchia, qui m'a invitée à travailler ce matériau. Donc ça a permis de faire éclore vraiment, de matérialiser cette envie. Je pense que c'est une approche d'exploration en premier lieu, au sens où c'est effectivement très intuitif et ça reste très expérimental en premier lieu, c'est-à-dire que c'est les expérimentations avec la matière qui font naître quelque chose. Mais j'ai pas d'anticipation, elle n'est pas à mon service, entre guillemets. C'est vraiment un échange plutôt organique et qui, à un moment, trouve une forme définie. Mais c'est presque elle qui me guide autant que moi. C'est vraiment très intuitif. Après, j'aime beaucoup le jeu que ça opère, du coup, entre comment du lin, finalement, va pouvoir ressembler à quelque chose d'animal et ressembler à de la laine, ou alors à des crinières de chevaux, comment le lino peut avoir un côté cuir, de mêler un petit peu ces choses-là pour qu'elles entre-dialoguent aussi entre elles. Et il y a ce rapport évident du coup à la matière et aussi une approche plus contextuelle sur ce matériau-là, quelle est son histoire, quels sont les acteurs qui le travaillent et de quelle façon, quelle est sa géographie. Donc j'ai vraiment un intérêt aussi pour la culture de la matière autant que pour ses aspects sensibles, quoi. Du coup, c'est vraiment... mon travail commence toujours par des expérimentations, donc très librement, plier, couper, mouiller, poncer, voilà, c'est vraiment qu'est-ce que cette matière peut être en dehors de ce qu'elle est finalement. Et après, c'est vis-à-vis d'une qualité, je sens qu'il y a quelque chose qui m'intéresse, donc un potentiel. Et c'est ça après que j'ai envie de développer. Mais finalement, mon rapport aux formes reste extrêmement simple. C'est toujours des formes. Le travail de la forme m'intéresse, mais il doit rester vraiment silencieux pour que la matière, en fait, prenne toute son importance et qu'elle s'exprime, quoi. Et parfois même la forme est définie par la matière. Dans le cas des lampes en parchemin, par exemple, c'est au moment où cette matière sèche et qu'elle vient se déformer qu'elle crée la forme. Je ne suis pas maître, ce qui est un dialogue tout particulier parce que vraiment je l'entends travailler, je peux pas prédire quoi que ce soit de ce qu'elle va devenir. Donc parfois même c'est elle qui se crée en tant que forme, quoi. Alors le dessin, en fait le dessin me sert, il
il y a deux sortes de formes de dessin, c'est-à-dire qu'il y a le dessin qui me sert moi à me comprendre entre guillemets, où c'est une espèce de mémo et à me dire bon bah ça, voilà telle forme, c'est ce que j'ai en tête. Et puis finalement de cette forme dessinée, il y en a peut-être une autre qui va venir, ou sur un mode d'assemblage auquel il faut que je pense, mais ça reste vraiment pour moi comme une espèce de note. Et à côté, un dessin pour communiquer, mais qui reste très 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 sommaire, et puis c'est jamais décorrélé de la matière. Et le dessin sur ordinateur m'intéresse pas du tout pour le coup. Ça c'est vraiment exclu de ma pratique. Mais après c'est vrai qu'en termes de temporalité, je me plonge dans ce que je fais complètement, je me concentre, ici ça s'y prête aussi. Et après ça reste une espèce de port d'attache depuis lequel je navigue ci et là, me nourrir, retrouver des inspirations ou aller visiter. Typiquement là où je m'intéresse à la peau, bientôt je vais à Marseille pour voir des pièces en réserve du Mucem. Essayer d'appréhender parfois juste de sortir du contexte de production et d'aller voir cette matière dans d'autres endroits. Donc il y a vraiment des phases de production, de travail et intense et endurant. Et entre ces périodes-là, des vrais c'est pas des parenthèses tout à fait parce que c'est complémentaire, mais du coup le pendant aussi, mouvement et nourriture, on va dire. Oui, c'est pas que c'est un besoin, mais en tout cas, je crois avoir la chance d'avoir une intuition qui parle très fort et que je fais confiance à ça. Et du coup, ça arrive un peu comme des évidences ou des envies, en tout cas extrêmement fortes, qu'elles me débordent et que du coup, elles arrivent. Mais c'est très, très, très instinctif. Il n'y a pas un désir, une idée, et puis après, j'y vais. C'est très organique, ça se fait dans les jours. C'est vraiment... ouais. Je pense peut-être qu'à un moment donné, j'aurais pu prendre le pas d'aller plutôt vers les arts plastiques. C'est peut-être dans la forme que ces choses prennent. Ce qui m'importe, c'est la matière et c'est de partager, à mon sens, ce qu'elle a de beau en elle, peut-être à la base, ou en tout cas de montrer ce qu'elle peut être et qui me semble riche. Mais finalement, l'idée de la fonction là-dedans, elle est pas du tout primordiale dans mon travail. Et en ce sens, je crois que l'intuition reste la même, mais peut-être que j'ai pris une voie que, à un moment donné, c'était pas défini d'en faire du design, et j'ai peu à peu pris cette voie. Mais typiquement, dans la taille de pierre, je suis revenue à de la sculpture, et je crois que ça m'intéresse maintenant aussi d'y revenir, peut-être de laisser un peu plus de place pour ça. Donc c'est dans ce que je fais de cet instinct, peut-être que ça évolue. Mais l'instinct, je crois qu'il est toujours là et qu'il reste très, très ludique aussi. Et ce, depuis l'enfance. Finalement, ça se loge aussi dans l'enfance. Le linge, c'est vraiment parce que je viens d'ici, donc de l'entrée en Normandie, mais c'est là qu'est vraiment la terre de prédilection du lin. Donc c'est finalement en le ramassant un jour et puis en commençant à le triturer et puis à m'apercevoir que finalement c'est des fibres à l'intérieur et qu'il y a tout ce rapport animal. Je m'attendais pas du tout à ça. Et puis à Eindhoven, c'était l'opportunité finalement de commencer ce travail et qui depuis finalement dure et c'est une matière qui a encore, à mon sens, beaucoup de choses à dévoiler et voilà, c'est de là que ça vient en fait. Ouais, de ramasser très simplement du lin sur le bord de la route. C'est aussi simple que ça. Alors le lin, c'est une fibre agricole, c'est une fibre végétale qui pousse essentiellement en Normandie. C'est 80% de la production mondiale, donc en fait c'est vraiment énorme en termes d'échelle ici. Et donc une fois qu'elle est à maturité dans les champs,
il y a ce qu'on appelle le rouissage. Donc la fibre est coupée, elle est reposée dans les champs et retournée. Et cette étape-là va permettre de commencer à désagréger un peu la partie solide et gentiment arriver déjà à un état plus souple en fait de la fibre. Et ensuite, ça arrive aux usines de teillage qui vont s'occuper d'extraire la fibre. Donc c'est entièrement mécanique. En tout cas en France, il y a des endroits où, par exemple, le rouissage est chimique. Mais ici, c'est vraiment entièrement du fait des éléments naturels ou mécaniques. Et à partir de ce moment-là, ça ressemble. Donc là, il a une couleur particulière, mais ça ressemble vraiment à cet état de cheveux quasiment. Et ensuite, la plupart de cette matière première est exportée en Chine, où elle est transformée pour vraiment la grande majorité. Donc parfois c'est depuis le peignage jusqu'au produit fini, parfois pour certaines étapes. Et ça revient en France. Et du coup, la genèse du projet, c'est vraiment de retrouver les qualités primaires et une échelle locale vis-à-vis du lin. Et donc, il y a des qualités. Alors, le lin, les grandes qualités, c'est qu'il est quand même... c'est une fibre écologique. Elle nécessite extrêmement peu d'eau, pas de pesticides. Absolument tout s'utilise. C'est-à-dire que même la poussière des usines de teillage sert à fertiliser certains sols. Donc de la graine, on peut faire de l'huile ou de l'alimentation pour les animaux. Sur la tige, les fibres courtes, on peut refaire du fil. On peut arriver à refaire du fil, mais moi j'utilise d'une toute autre manière, ce qu'on appelle l'étoupe. Les fibres longues sont donc mises en bobine pour faire des textiles. Absolument tout est utilisé. Et des qualités qui se perdent au fur et à mesure de cette transformation, à mon sens, et ces qualités de brillance. Un bon lin, il a une espèce de satiné qui est très beau. Il a différentes couleurs. En fait, du fait d'être un produit agricole, il n'a pas les mêmes sols. Il vient pas des mêmes sols. Le temps est un facteur forcément variable. Donc, on a vraiment des dégradés de couleurs qui sont, une richesse de couleurs qui est vraiment intéressante. Il peut avoir un côté laine, il y a plein de... C'est finalement une fibre assez standardisée telle qu'on la connaît la plupart du temps, alors qu'elle est tellement plurielle, ouais. Alors j'ai développé des banquettes, des assises. Il y en a une notamment, en fait, à la toute base, c'était en voyant ces fibres courtes qu'on appelle l'étoupe, qui viennent du peignage. Je m'étais dit, mais en fait, ça serait fantastique pour faire du rembourrage de sièges, parce que c'est une matière vraiment... ça m'a tout de suite parlé de me dire, mais il me semble que ça ferait sens pour la tapisserie, sachant que c'est des métiers où on importe pas mal de matières, soit un peu rares, soit de carrément ailleurs. Donc, je me disais, ça pourrait faire sens. Et donc, je suis allée chez une tapissière et au fur et à mesure où j'ai travaillé cette matière, je me suis dit, mais en fait, j'ai envie de la laisser apparente et pas du tout de la recouvrir. Donc, c'est à la fois utilisé en rembourrage à l'intérieur et à la fois autour. J'ai une autre banquette qui explore plus les jeux de couleurs et le rapport plus aux franges, une espèce de clin d'œil aux passementeries. Donc, c'est une autre qualité du lin. Je le travaille en feutre aussi, donc par aiguilletage en fait oui, c'est en gros des aiguilles qui passent dans la matière et qui peu à peu l'aplatissent. J'ai fait un paravent qui du coup a des qualités acoustiques que le feutre permet, mais aussi est un jeu de couleurs vis-à-vis de toutes ces variations qu'a le lin. J'ai fait des tapis aussi en lin. En fait, les collaborations, c'est toujours... je trouve que c'est toujours un dialogue qui est hyper fécond dans l'objet lui-même. C'est-à-dire qu'à la base, c'est quand même c'est pas une idée précise de ce que ça doit être à la fin, mais c'est pour un besoin précis d'une technique que je n'ai pas ou d'un matériau que je produis pas. Et donc, ça me fait rencontrer ces personnes. Et là, j'ai eu
la chance de faire des très belles rencontres et qu'elles viennent nourrir en fait l'objet lui-même. Typiquement dans le cadre de la tapisserie, c'était le cas de commencer par vouloir en faire du rembourrage et puis finalement que ça devienne cette matière autour. Au niveau des usines de taillage, je travaille avec du coup des gens qui me donnent leur matière, mais en m'en parlant vraiment, en m'accompagnant vraiment dans ma pratique. Et qui sont très heureux aussi de découvrir en retour qu'un lin blond finalement qui est très mauvais, très cassant, il a une couleur très particulière. Et ces jeux de collaboration, c'est pareil, là j'apprends à faire du parchemin moi-même, donc dans le Berry. Et c'est aussi un échange vraiment constructif de la technique, de ce que ça permet finalement d'intervenir à ce moment-là et de comprendre la matière vraiment jusqu'au bout. Et c'est toujours des très belles rencontres. Et d'avoir ça finalement, d'avoir ça au sein du territoire et en faisant, c'est-à-dire que ça dépasse les mots et ce dialogue-là, c'est un dialogue qui est beaucoup plus logé dans la matière. Et c'est très important pour moi d'aller dans les ateliers, de faire en même temps et d'avoir ces acteurs proches parce que dans le cadre du lin, typiquement, d'avoir une géographie un peu restreinte, ça permet de pouvoir passer de l'un à l'autre, de transformer beaucoup plus facilement. Enfin, c'est sans commune mesure de l'envoyer, parler à distance, envoyer ailleurs. Parce que quelque chose que j'ai peut-être oublié de mentionner, c'est le fait que je travaille moi-même la matière au sens où je produis mes pièces et que c'est une certaine voie du design que de faire ça et que ça se mêle aussi avec l'artisanat. C'est vraiment... oui, je suis dans la production, dans la production même des pièces. Ouais. Non, il y a beaucoup de designers qui travaillent typiquement en 3D, qui délèguent. Finalement, c'est pas du tout une évidence de faire ces objets soi-même. Peut-être de faire un prototype, mais après, c'est généralement la question se pose de le déléguer à des entreprises ou à des artisans. Enfin, ouais, c'est pas du tout une évidence. Et ça insinue d'ailleurs un temps d'exécution très fort. C'est-à-dire que c'est tout un équilibre qu'il faut trouver entre la création, l'expérimentation et aussi le fait de faire tout simplement un objet du début à la fin avec ses propres étapes. Alors le parchemin à la toute base, pour la faire courte, j'ai développé Moi, je suis un peu obligée de raconter toute l'histoire, donc c'est un peu long, je vais essayer de la faire courte, mais en gros, j'étais sur l'île de la Réunion, j'ai travaillé dans un atelier de bois là-bas, j'ai coupé du bois de camphre, et en le coupant, ça sentait tellement bon que je me suis intéressée au parfum de la Réunion, et qu'à ce moment-là, j'ai fait un projet vraiment de parfum à partir de certaines essences propres à l'île. Et il y avait un parfum qui l'histoire, c'était vraiment une histoire très liée au Maloya, qui est une musique en fait de l'île de la Réunion, qui a longtemps été interdite d'ailleurs parce c'était un exutoire en fait pour les esclaves, et aujourd'hui reconnue au patrimoine de l'UNESCO. Donc c'est assez marrant de voir comment les choses sont présente dans l'histoire. Et donc je me suis intéressée aux percussions propres au Maloya, et c'est là que je me suis rendu compte que c'était du parchemin et que j'ai mis un doigt dans le monde du parchemin, qui est complètement fascinant, assez confidentiel en vrai. Très peu de gens savent même que ça vient d'une peau animale. En fait, c'est une peau animale. Et c'est là que j'ai découvert cette matière qui est magnifique et malheureusement très très raréfiée et qui est en voie d'extinction finalement, et qui est pourtant une matière qui a été tellement fondamentale pour nos sociétés, pour le monde, pour la transmission des savoirs. C'est une matière qui a plein de propriétés intéressantes, qui est
Enfin voilà, la peau trempe dans des bains de chaux, enfin il n'y a pas du tout d'intervention chimique. Ensuite c'est seulement mécanique comme traitement de la peau. La peau elle-même est un déchet de l'industrie alimentaire. Enfin, donc c'est une matière qui est très intéressante pour son histoire, pour son contexte et aussi pour sa matérialité, sa transparence, sa robustesse, comment elle s'assouplit aussi, quels sont les moyens de l'assouplir, sa mémoire de forme, enfin c'est infini. Et c'est fascinant, c'est vraiment fascinant. Alors j'ai fait des lampes avec du parchemin parce que en fait c'était le moyen de garder ce rapport de mise en forme, enfin de comment le parchemin est vivant, reste une matière toujours vivante. Et c'était un hommage aussi un peu à cette origine du matériau, au sens où ça a très longtemps été un support d'écriture et donc un matériau qu'on recouvrait. Et l'idée, c'était de se dire que cette matière en elle-même est incroyable, est une page à lire et que donc la lumière sert à mettre en valeur toutes ces traces, tous ce témoignage de la vie en fait de l'animal, quoi. Donc et c'est une matière transparente, donc enfin pas transparente mais translucide. Donc ouais, c'est toujours dans cette voie que je le travaille aujourd'hui. Enfin, quand j'expérimente avec, en tout cas, c'est toujours. Ouais, la lampe n'est jamais très loin parce qu'elle fait particulièrement sens, je trouve, avec cette matière. Le meilleur conseil que j'aurais à donner, c'est de suivre son instinct. Enfin, honnêtement, si quelque chose est là en soi et qui nourrit du désir, à moins que... Enfin, oui, je crois qu'il faut suivre ça et que la question de la matérialisation, à moins d'avoir des ambitions bien sûr disproportionnées, mais en fait, il y a toujours des voies pour que ça se matérialise et typiquement, c'est ça qui est le plus important. Quelle forme ça prend, combien de temps ça prend, c'est un jeu de patience, c'est un jeu d'accommodation vis-à-vis des moyens qu'on a. Mais en tout cas, il me semble que c'est très important de le faire si on a envie de le faire. D'un point de vue, oui, matériel, finalement, dans mon cas, je travaille avec des matières qui sont jamais très loin, qui sont des rebuts ou enfin, j'ai besoin de peu finalement c'est même pas que j'ai besoin de peu, c'est que je pars de ce que j'ai. Donc c'est ça qui est ma matière. Donc oui, il n'y a pas de... Et puis l'ambition, elle est vis-à-vis de la matière, elle n'est pas économique, elle n'est pas même sociale au sens de l'idée d'une renommée, etc. Enfin, oui, c'est une ambition pour la matière et voilà, c'est là que ça se loge. Et du coup, les conseils, ouais, ce serait vraiment de plutôt faire confiance à son instinct. Et je pense que si on est en accord avec ça, on a pas mal de chances d'être heureux quand même, ou de se sentir libre du moins. Mes projets, peut-être une des voies du lin qui se dessine gentiment, c'est celle de l'inclure dans l'espace. Donc c'est de dépasser finalement l'échelle de l'objet et de le mettre, ça a commencé ici, dans l'espace. Après, je crois que c'est toujours finalement, c'est que ça reste tel que c'est-à-dire voilà, des belles rencontres avec des matières et puis enfin, ouais, c'est marrant parce que quand tu m'as posé la question au tout début, je me suis dit, ah, en fait, c'est vrai que c'est une bonne question parce que je crois que je me la pose pas tellement. Enfin, et que ça vient un peu... Enfin, les choses arrivent tellement organiquement que... Ouais, peut-être des envies, peut-être de dépasser l'objet ou de revenir aux arts plastiques. Peut-être que c'est finalement dans l'application de ces matières. Vis-à-vis de la matière, ça reste à peu près la même chose. Mais c'est peut-être dans l'application, oui, peut-être réouvrir des portes vers des choses qui soient seulement de l'ordre de la sculpture, ou alors aller un peu dans l'échelle de l'espace. Ouais, ce serait peut-être des envies, ouais. Ben non, mais c'est des mots. En plus, c'est vrai que même instinct, on pourrait complètement le...
Enfin, qu'est-ce que ça veut dire l'instinct en fait? Quelle place ça a? Enfin, est-ce que du coup c'est nécessairement sensible ou est-ce que ça peut être, ça peut aussi être intellectuel, un instinct intellectuel? Enfin voilà, c'est hyper intéressant. Après ça c'est quand même, c'est très rare que je sache ce que ça a donné. Par contre, j'ai quand même un peu d'impatience. Quand j'essaye, j'ai hâte de voir ce que ça a donné. Et j'ai un peu de tristesse quand même quand ça fait vraiment un truc pas intéressant. Et je dis non, vraiment là, non, vraiment, poubelle. Ça, c'est un peu, ouais. Mais ça arrive forcément, enfin, c'est... Et par contre, quand quelque chose éclot, là, tu te dis... Oh, là, tu sens qu'il y a un truc qui se passe, enfin, c'est magique, quoi. Ça, c'est... Je pense que c'est presque ma raison de vivre, je crois. Enfin, vraiment, c'est ce sentiment-là, c'est... Quand ça arrive, c'est vraiment de l'ordre du magique, quoi. Enfin, moi, ça me fait ça, en tout cas.